Bonjour et bienvenue dans cette deuxième lecture sur l'histoire des artistes femmes. Il va être désormais question des femmes sculptrices. La discipline de la sculpture est considérée comme un art masculin par excellence. Le mythe de Pygmalion et Galatée répartit les rôles, l'homme est actif et le créateur, tandis que la femme est la muse, la source d'inspiration et l'objet du désir. L'artiste peintre Jean-Léon Gérôme a représenté ce thème mythologique dans Pygmalion et Galatée. On dénombre très peu de femmes en sculpture. Dans le Vitae de Giorgio Vasari, sur 200 artistes, une seule sculptrice, Propercia de Rossi. Cependant, le biographe ne parle que de ses sculptures sur noyaux de fruits, domaine de l'infiniment petit et de la miniature que l'on concède aux femmes. Les qualités attendues chez une femme sont en effet la convenance, la modestie, la pudeur, la délicatesse, la discrétion, la modération ou encore la patience. Il était en effet plus facile d'accepter qu'une femme s'attaque à la sculpture, art viril, qu'à condition qu'elle respecte la bienséance des qualités que les préjugés lui attribuaient. Or, l'italienne Propercia de Rossi n'a pas que sculpté des miniatures, telles que le pendentif en noyau de cerise sculpté. Elle s'est également réalisée à travers des œuvres plus imposantes, telles que le bas-relief Joseph et la femme de Putiphar, en marbre destiné à figurer sur la façade de la basilique San Petrino de Bologne. Chose étonnante dans ce sujet biblique, il y a une inversion des rôles. C'est la femme qui est entreprenante et le jeune homme qui repousse les avances de la femme de son maître. Chose encore plus rare, Propercia de Rossi n'est pas issue d'une famille d'artistes, alors qu'à cette époque, les femmes artistes étaient souvent formées par leur père ou leur frère. C'est le cas notamment de Luisa Roldan, dite la Roldana, qui reprend les commandes de l'atelier familial à la tête de ses frères, ce qui était assez rare car on ne pouvait alors concevoir qu'une femme tienne un atelier de sculpture car elles étaient elles-mêmes sous la tutelle d'un mari ou d'un père. Pourtant, dans les ateliers de sculpture, de nombreuses mains interviennent sur les ouvrages, patriciens, fondeurs et artisans. La Roldana devient la première sculptrice officielle à la cour d'Espagne de Charles II, puis du roi Philippe V. Elle sera célèbre pour ses œuvres de dévotion en terre cuite, polychromes telles que la mise au tombeau ou les premiers pas de Jésus. La française Marianne Collot est d'origine modeste. Abandonnée par ses parents, elle rentre dans l'atelier de Jean-Baptiste Lemoine, puis celui d'Étienne Maurice Falconet. Elle est son modèle, sa muse, sa maîtresse et son apprentie. Elle réalise 6 bustes, dont le buste de Denis Diderot. Il dira à son sujet dans les salons: « J'oubliais parmi les bons portraits de moi, le buste de mademoiselle Collot, surtout le dernier, qui appartient à monsieur Grimm, mon ami. Il est bien, il est très bien. Il a pris chez lui la place d'un autre que son maître, Maurice-Étienne Falconet, avait fait et qui n'était pas bien. Lorsque Falconet eut vu le buste de son élève, il prit un marteau et cassa le sien devant elle. Cela est franc et courageux. Ce buste, en tombant, en morceaux sous le coup de l'artiste, mit à découvert 2 belles oreilles qui s'étaient conservées entières. » L'originalité de Marianne Collot est de ne pas représenter les perruques, de creuser les pupilles pour donner des expressions vivantes et subtiles, presque en train de changer. Elle va suivre son maître dans un voyage vers la Russie pour réaliser la gigantesque statue équestre du cavalier de bronze en l'honneur du défunt tsar Pierre le Grand de Russie, commandé par Catherine de Russie. Étienne Maurice Falconet, qui lui fait entièrement confiance, va lui demander de collaborer et réaliser la partie la plus importante de la statue, le visage du tsar. Marianne Collot réalise le portrait à partir d'un masque de cire du défunt. Son succès est tel qu'elle sera reçue à l'Académie de Saint-Pétersbourg. Marcello, surnom d'Adèle d'Affry, est une duchesse d'origine suisse. Elle reçoit une éducation classique des familles nobles et aisées, et notamment un apprentissage de l'aquarelle et du modelage. Elle épouse le duc de Castiglione, mais se retrouve rapidement veuve.
Elle pratique la sculpture et expose ses œuvres sous le pseudonyme masculin de Marcello. Elle reçoit la commande de Charles Garnier pour l'opéra, pour laquelle elle réalise La Pythie. La Pythie est une prophétesse dans la mythologie grecque, qui fait entendre le discours d'Apollon, le dieu des arts. Il s'agit d'une des différentes représentations d'héroïnes de l'Antiquité que fait l'artiste, telles que la Gorgone. La Pythie dévoile sa poitrine nue ainsi que ses chevilles qui sortent de sa robe. Le nu mythologique est un des grands topos de l'histoire de l'art. Il permet aux artistes femmes de montrer le corps tout en préservant les convenances, notamment à travers l'idéalisation du nu. Cependant, la Pythie est débraillée selon les codes de représentation de la femme au XIXe siècle, et fait scandale. En effet, la pudibonderie du XIXe siècle se voyait choquée de voir les chevilles nues de la Pythie. Hélène Berthaud reçoit au salon de 1864 une médaille d'honneur et une commande publique d'État pour son jeune Gaulois emprisonné en plâtre. La version en marbre sera achevée en 1867 et conservée au musée des Beaux-Arts de Nantes. Il s'agit du premier vrai nu masculin sculpté par une femme. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un sujet mythologique, il n'en reste pas moins un sujet d'histoire. Hélène Berthaud innove cependant dans sa représentation de son jeune Gaulois, sujet à la mode au salon lancé par Napoléon III. À la différence des autres représentations, la version de l'artiste est imberbe, nue, fragile, juvénile. À travers ce sujet d'histoire, l'artiste lève le tabou de la représentation du sexe masculin. Issue d'un milieu modeste mais artistique, Hélène Berthaud milite et lutte pour permettre aux femmes d'intégrer les institutions, en particulier de permettre d'accéder aux formations académiques. En 1881, elle fonde l'Association d'Union des femmes peintres et sculpteurs, UFPS, qui revendique l'admission des femmes à l'École supérieure des beaux-arts, non mixte depuis sa création. En 1892, l'association est reconnue par l'État comme société d'utilité publique. Dès 1882, l'association organise le premier salon exclusivement réservé aux femmes. Parmi les différentes revendications visant l'égalité des femmes à la formation artistique, on note la participation du prestigieux concours du Grand Prix de Rome et la possibilité de réintégrer l'Académie des Beaux-Arts dont les femmes avaient été exclues sous la Révolution. Dans le Journal des femmes artistes, elle écrit « L'art de la femme sera le corollaire naturel de tout art masculin. De cette alliance naîtra quelque chose que nous ne connaissons pas encore. Donnons naissance à un art qui portera la marque du génie de notre sexe. Restons fermes, restons artistes, restons unis. » L'École des Beaux-Arts ouvre ses portes aux femmes en 1896. Elles peuvent fréquenter la bibliothèque des Beaux-Arts, assister aux cours d'anatomie, de perspective et d'histoire de l'art de façon théorique. Les responsables de l'École des Beaux-Arts de Paris précisent en 1897 que la mesure qui rend accessible l'École des Beaux-Arts aux femmes ne doit pas avoir pour conséquence la baisse du niveau des études. L'État ne veut pas assumer la responsabilité des fausses vocations. Camille Claudel naît dans un milieu bourgeois. N'ayant pas accès en tant que femme à l'École des Beaux-Arts, elle se forme à l'atelier Colarossi. Au vu de son talent, elle est rapidement intégrée à l'atelier d'Auguste Rodin en 1884. Dans l'atelier, les plâtres s'échangeaient, le modelage est travaillé presque uniquement au doigt chez Rodin, repris à l'outil chez Claudel. Ils deviennent rapidement amants. Pour Camille Claudel, l'intime relation artistique et amoureuse qui se noue avec Auguste Rodin dans l'atelier vire au drame. Il lui refuse le mariage, cette condition sociale. L'exposition de l'âge mûr affiche un nouvel acte de rupture sur la place publique. Camille Claudel a été une artiste hors pair à une époque où le statut de la femme sculpteur était loin d'être acquis, comme le constate Malvina Hoffman, également élève de Rodin, mais d'une génération plus jeune que Camille Claudel. La première chose que j'ai dû faire en tant que femme est d'apprendre les ficelles du métier, mieux que la plupart des hommes. Les femmes qui se mettaient aux arts étaient taxées d'amateurisme et de dilettantisme. Les obstacles étaient nombreux, en effet. Formation, difficulté au métier, reconnaissance.
au point qu'il faut se demander ce qui pouvait conduire une femme, prise dans tous les réseaux d'interdits et de conventions qui pesaient sur elle, au XIXe siècle, à vouloir embrasser le métier. Le lourd héritage du maître va également être pénible pour Camille Claudel, qui aura du mal à s'en affranchir et sortir de l'ombre de Rodin. Mais combien il faut d'énergie pour échapper à une influence première et néfaste. Louis Vauxhall affirme que Camille Claudel a été à Rodin ce que Berthe Morisot fut à Manet. Pour Auguste Rodin, il ne fait aucun doute. Je lui ai montré où elle trouverait de l'or, mais l'or qu'elle trouve est bien à elle. Cependant, les critiques ne s'y trompent pas et voient l'emprise du maître. Paul Leroy, alias Léon Gaucher, avait reproché à Claudel de pasticher son maître au lieu de se contenter d'être elle-même. Rien ne vaut l'originalité, mademoiselle, et lorsqu'on la possède, vous avez cette bonne fortune, c'est une grosse faute de se mettre à la remorque de n'importe qui. Pour Jean Bernard, Camille Claudel a su dégager sa personnalité et on ne retrouve la leçon de l'atelier que dans un souci de modernité hautement satisfaite. Son frère, Paul Claudel, reconnaît dans Persée et la Gorgone un portrait délégué. Camille Claudel aurait donné ses traits au visage de la tête décapitée de la Gorgone. Persée, ce héros de la mythologie qui tue sans regarder.